Le deuxième temps est sur l'évaluation de la recherche, qui, je pense, est une forme de paradoxe dans notre pays, parce que bon, on peut dire que ce n'est pas la culture, quelle que soit la discipline et l'environnement française, que de cette appétence pour l'évaluation, et en même temps on croule sous les évaluations qui se télescopent, que ce soit à l'échelle de l'individu, à l'échelle des structures, à l'échelle des gouvernances, à l'échelle internationale, et je pense que c'est un vrai sujet de clarification dont on a besoin. Donc je suis très heureux d'inviter Alain Mercat, qui est président de la CME du CHU d'Angers, d'abord pour nous parler des indicateurs et de l'évaluation individuelle. Merci beaucoup. Première correction, je suis un imposteur, je ne suis plus président de la CME du CHU d'Angers depuis avant-hier. Et donc voilà, cette diapositive titre vous résume le message. Je vais focaliser mon discours sur le SIGAPS, qui est un système extrêmement connu de l'ensemble des communautés hospitalo-universitaires et qui, je pense, ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Et donc, vous savez, il y a quelques semaines, l'Académie des sciences a publié un avis qui contient quelques critiques assez sérieuses et quelques recommandations au sujet de SIGAPS. C'est en fait la critique la plus forte, en fait, ne concerne pas du tout SIGAPS. Elle concerne la façon dont les établissements de santé redistribuent l'argent obtenu grâce à la dotation socle vers la recherche et vers les chercheurs. Mais ça ne concerne pas le score lui-même, puisqu'il y est pour rien. Par contre, il y a quelques critiques et recommandations concernant le score SIGAPS lui-même que je souhaiterais revoir avec vous, y compris pour en développer d'autres, des critiques. Hop, retour en arrière, ça doit être ça. Oui, un petit rappel, hein, le SIGAPS, ça veut dire système d'interrogation, de gestion et d'analyse des publications scientifiques. C'est un outil qui a été créé, développé et qui reste piloté par Patrick Devos à Lille. Et cet outil, il est utilisé par la DGOS, et c'est probablement l'outil le mieux connu de la DGOS, le mieux connu de l'ensemble des hospitalo-universitaires. La DGOS a d'autres outils qui n'intéressent pas du tout l'ensemble de nos collègues. Donc c'est un outil utilisé par la DGOS pour distribuer entre les établissements de santé la part publication de ce qu'on appelle dorénavant la dotation socle, hein, qui est la mairie enseignement, recherche et innovation. Et donc vous savez tous que ce système, SIGAPS, attribue des points par signature de publication, et ces points, le nombre de points dépend de la notoriété de la revue, c'est-à-dire son impact factor, ou plutôt son rang d'impact factor au sein des revues de la même discipline. Et ce nombre de points liés à la notoriété de la revue étant multiplié par un facteur multiplicatif dépendant du rang d'auteur et ensuite divisé par le nombre total des auteurs de l'article, et c'est une nouveauté depuis 2021, c'est ce qu'on appelle le compte fractionnaire. Ce système-là, qui paraît assez complexe, en fait, il est très bien connu de tous les publiants. Et c'est d'ailleurs, en fait, un problème. Mais pourquoi il est bien connu? Eh bien, parce que ce score a pu, et peut-être encore un peu, être utilisé pour les évaluations individuelles. L'utilisation du score SIGAPS pour les évaluations individuelles des chercheurs est une utilisation déviante de l'outil, absolument inappropriée. Il faut dire ici qu'elle avait été largement encouragée il y a quelques années par des conseillers de nos ministres de tutelle, qui avaient même, dans un but probablement louable, qui était l'idée d'affirmer une certaine exigence en termes de niveau de publication pour les promotions des MCU et des PEPH, ils avaient même mis des seuils. Et donc, du coup, ça a été très encouragé et le message est passé très vite. Aujourd'hui, tous les jeunes futurs
HU ou jeunes MCU connaissent à l'unité près leur nombre de points SIGAPS. Ils disent même « j'ai tant de points SIGAPS ». Et nos facultés finissent par ressembler au cours d'école qu'il y a au siècle dernier, vous savez, quand à l'école, je sais pas, pour moi c'est un souvenir assez douloureux, vous savez, quand les élèves comparaient leur nombre de bons points. Vous savez, à la récréation, on disait moi j'ai 8 bons points. Voilà, ils sont dans cette... Parce que quand un jeune HU dit à un de ses collègues j'ai 687 points SIGAPS, et toi, en général, il a vérifié avant que l'interlocuteur en avait moins. Et donc, il va falloir lutter contre ça. Parce que cette évaluation, cette utilisation de SIGAPS sur l'évaluation individuelle constitue en fait une incitation à des comportements non conformes. C'est la chasse aux points SIGAPS. Et il y a des techniques, et les gens apprennent très vite. C'est par exemple le saucissonnage des publications. Vous avez un beau travail. Vous pouvez soit le publier en un seul article dans une revue assez prestigieuse, mais en fait, si vous faites le calcul, vous verrez très vite que si vous le divisez en deux, vous allez pouvoir, vous le publierez dans une revue, deux revues ou la même revue moins prestigieuse, mais ça vous rapportera plus. Et donc, c'est pas conforme. Et donc, clairement, c'est une incitation. Et puis, alors là, l'autre point qui est archi connu, c'est l'insertion injustifiée dans les listes de co-auteurs. Ça, c'est des échanges de bons procédés à toi, à moi. Tiens, tu me mets sur ton papier, je te mets sur le papier suivant. Donc, clairement, à mon sens, cette utilisation de SIGAPS pour les données individuelles doit être explicitement abandonnée. Ça nécessite, je pense, un effort d'information et de pédagogie qui devra être porté par, bien sûr, les doyens, mais aussi l'ensemble des sous-sections du CNU Santé. Donc, je pense que c'est extrêmement important, mais vraiment, c'est l'explication première d'une certaine dérive de l'utilisation de ce score. Alors, un des reproches qui a été fait à SIGAPS, c'est que SIGAPS ne récompense pas assez la qualité des publications. SIGAPS ne récompense pas assez l'excellence. Ça peut se discuter. D'abord, SIGAPS... mais comme plein de systèmes d'évaluation, elle va qualifier les articles en fonction du facteur d'impact de la revue. Le facteur d'impact de la revue, c'est un marqueur de la notoriété de la revue, pas forcément de la qualité. Il y a quand même un lien, notamment dans les très hauts facteurs d'impact. En dessous, c'est plus discutable, mais c'est quand même très largement utilisé, même si, encore une fois, l'impact factor est très discuté. Par ailleurs, il y a déjà eu un effort. En 2021, vous savez, on a créé les revues de rang A+, qui donnent plus de points que les autres. Il s'agit de 6 revues prestigieuses, le New England Journal of Medicine, le Lancet, le JAMA, le British Medical Journal, Nature et Science. Et puis quand on regarde ce qui se passe, finalement, c'est pas si mal. Enfin, en tout cas de mon point de vue, si on regarde la campagne 2024, que vous ne connaissez pas encore en fait, la campagne 2024, c'est sur les publications qui vont de 2019 à 2022, c'est 105 000 articles. C'est à peu près, SIGAPS, c'est 26 000 articles par an, à peu près. Et quand on regarde ce qui se passe, en fait, vous voyez que les publications de rang A+, c'est 0,6%, mais A, ça veut dire, c'est les 10%, c'est les 10% des revues d'une discipline donnée qui ont le meilleur impact factor, la plus forte notoriété. 10%. C'est quasiment 20% des publications des CHU. Enfin, de l'ensemble des établissements de santé. Et B, 26 000 articles, c'est 25%. B, c'est les meilleurs 25% en termes d'impact factor de l'ensemble des revues de la discipline considérée. Donc vous voyez qu'en fait, dans la campagne 2024, 60% des points attribués vont être issus de publications dans des revues A+, ou A ou B, c'est-à-dire dans des publications de bons, que je pense on peut qualifier de revues de bon niveau. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, on peut aller plus loin. Alors là, c'est un jeu technique simple. On peut soit arrêter de prendre en compte les revues de très faible rang, mais en fait, elles représentent très peu, soit on peut majorer l'écart entre les diverses catégories, c'est les deux techniques sont possibles. Mais en fait, il y a plein d'autres problèmes à résoudre. Alors, ces problèmes que j'évoque ici, ils ne changent pas, ou de façon très marginale,
la distribution du financement de la dotation socle aux différents établissements de santé, qui est l'objet de SIGAPS. Mais c'est des facteurs qui vont déterminer la perception qu'ont l'ensemble des publiants sur la validité du score. Exemple, la survalorisation des éditoriaux. Vous savez que les éditoriaux, on écrit ça, un éditorial, souvent le dimanche après-midi, voilà, c'est une demi-journée de travail. On écrit un éditorial pour une revue. Comme il y a très peu d'auteurs, un ou deux, et par le biais du contractuel, c'est très bien valorisé. Hein. Ça rapporte plus que la publication d'un grand essai. Alors évidemment, les éditoriaux, c'est 3,8% des publications. Donc c'est rien. Mais symboliquement, il faut changer ça. C'est la non-prise en compte des lettres de recherche, ça c'est un vrai sujet. La non-prise en compte des rétractions, oui, quand un article est rétracté, vous savez, un article est publié, il donne lieu à des points SIGAPS, et puis un an et demi plus tard, on s'aperçoit qu'il y a eu une mauvaise conduite scientifique, l'article est rétracté. Ben oui, ça SIGAPS s'en tient pas compte, hein. L'argent va être versé quand même. La non-distinction entre les études industrielles et académiques, parce que clairement, les études académiques demandent beaucoup plus d'efforts de recherche pour les signataires des publications que les études industrielles. Le compte fractionnaire a un effet pervers, c'est qu'il pénalise les collaborations internationales, parce que si vous collaborez avec des collègues internationaux, vous allez mettre plus d'auteurs, et ça va faire que le dénominateur va être plus grand, et donc ça va diminuer le nombre de points valorisés dans l'article. Et puis, c'est la question de l'attribution des points pour les auteurs qui ont une double affiliation. Et donc ça, c'est modulable, on travaille là-dessus. Il y a un comité de pilotage recherche-innovation à la DGOS auquel participent les DG, les PCME, les doyens, le CNCR, et on peut très bien moduler tout ça. Mais en fait, la vraie question, et qui n'est pas du tout abordée par l'Académie des sciences, c'est celle-là, c'est celle des revues prédatrices. Alors, SIGAPS, la base SIGAPS, ce sont les revues indexées dans Medline. Medline, c'est le système d'indexation de la National Library of Medicine. On interroge par l'application PubMed. Une fois qu'on a ces articles indexés, on regarde le rang SIGAPS, on qualifie le rang SIGAPS à partir de l'impact factor, et l'impact factor, vous savez, c'est publié dans Journal of Citation Report par Web of Science, hein, qui est produit par la société Clarivate Analytics. OK, donc on a ça. Là, il n'y a pas, dans SIGAPS, il n'y a pas de filtre sur les revues prédatrices. Aucun filtre. Et le problème, c'est que les revues prédatrices, ce n'est pas si simple. Il y a toute une masse de revues prédatrices de façon caricaturale. C'est celle qui nous envoie tous les jours des emails de venez rentrer au bord de la revue un tel avec des noms ronflants ou soumettez un article, machin. Celles-là, en général, elles ne sont pas dans SIGAPS parce qu'elles ne sont pas indexées dans Medline. Mais il est apparu, en termes de revues prédatrices, ce qu'on appelle une zone grise, c'est-à-dire des revues qui ont des caractéristiques de revues prédatrices, mais qui par ailleurs sont moins caricaturales que les autres. Et cette zone grise est un vrai sujet parce qu'un certain nombre de revues de cette zone grise sont indexées dans Medline. Et donc prises en compte dans SIGAPS. Et c'est un réel problème. En fait, en pratique, il y a 2 éditeurs qui représentent la vaste majorité de ces revues de la zone grise. Ces 2 éditeurs, c'est le groupe MDPI et le groupe Frontiers Media. Donc vous avez ici le nombre des revues. Vous voyez, MDPI, ils ont plus de 200 revues, Frontiers 70. Et donc vous voyez les impact factors. Il y a des revues de rang A. Alors pas beaucoup encore. Il y a des revues de rang B. Mais surtout, ça évolue très vite. Et tout ce qui est en vert ici, ce sont les revues non encore indexées. Mais par exemple, pour le groupe MDPI, probablement l'an prochain, 2 tiers des revues qui sont vertes ici vont avoir un facteur d'impact et donc auront une couleur et donc auront les facteurs multiplicatifs. Donc c'est un multiplicatif dans SIGAPS. Donc c'est un vrai enjeu, hein, ces revues, d'autant que ces revues de la zone grise, d'autant que ça représente un coût pour la nation qui n'est pas nul. Hein. Ça, vous avez ici de 2008 à 2022 le nombre de publications dont l'auteur correspondant est français
publiés dans les revues des très grands groupes. Là, je dis dont l'auteur est français, ça veut dire que ça peut être des publications issues des CHU, mais aussi des universités, des organismes nationaux de recherche, INSERM, CNRS par exemple. Donc vous voyez, ce sont des chiffres considérables. Et vous voyez en vert, alors en orange, c'est le groupe Elsevier, en jaune, le groupe Springer Nature, en gris, Wiley, donc des éditeurs historiques scientifiques, et puis en vert et en bleu, respectivement, MDPI et Frontières. Et vous voyez que l'augmentation au fil du temps, tout à fait significative, et vous voyez que, par exemple, pour MDPI, c'est 4000 articles en 2022. Si vous multipliez ça, 4000 articles dans MDPI en 2022 avec un coût moyen de publication de l'ordre de $2000, ben, ça fait 4000 fois $2000, ça fait des sommes assez importantes, et donc c'est un vrai sujet. Et donc il y a une proposition possible, et il y a eu récemment une prise de position extrêmement claire, extrêmement ferme des doyens et du CNU Santé, de lutte contre les publications des revues prédatrices. Donc le moyen qui est à notre disposition, c'est l'existence de la liste des revues présumées non prédatrices éditées par la faculté de santé de Sorbonne Université, donc Bruno Rioux qui est là. Donc c'est plus de 3300 revues qui sont présumées non prédatrices, et donc l'idée, ça serait de recommander les publications dans ces journaux. En clair, on pourrait très bien proposer, et ça c'est techniquement assez simple, de dire qu'on ne prend plus en compte dans SIGAPS que les revues présentes dans cette liste. Donc ça serait, c'est pas une interdiction de publier dans ces revues qui ne sont pas dans cette liste, c'est pas d'interdiction, mais ça serait quand même très incitatif, et je pense qu'accompagné par un effort d'information, de pédagogie de la part des doyens, des CNU, on devrait pouvoir, par ce biais, contribuer à la lutte contre ce type de revue. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alain. Et j'appelle maintenant Éric Bélissant, qui va nous parler de l'évaluation des équipes. Merci beaucoup. Donc, je vais effectivement vous parler de l'évaluation des équipes et des institutions. Alors, d'abord, quelques éléments là pour situer par rapport à cette présentation. Donc, j'ai toujours été un passionné de recherche et j'ai fait beaucoup de recherche dans ma vie en tant que pharmacologue clinicien et méthodologiste de la recherche clinique. J'ai fondé un CIC que j'ai dirigé entre 2002 et 2016, et puis j'ai aussi participé à l'évaluation à travers mon affiliation à une comité scientifique spécialisé de l'INSERM, la CSS7, qui à l'époque donc recouvrait le périmètre médicaments, interface chimie biologique, bioingénierie, biothérapie et pharmacologie et toxicologie. Donc je suis doyen depuis 2014, et puis j'ai aussi été président et membre de comité d'évaluation HCERS de CHU et de CIC, donc vous avez la liste sur la diapositive. Alors quand on parle d'évaluation d'institutions, quand on parle d'évaluation de la recherche, on fait forcément référence au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui a pour mission d'évaluer des établissements, donc des universités, mais aussi des CHU pour leur activité de recherche, de transfert et d'innovation, qui évalue aussi des formations, qui évalue des entités de recherche, des centres d'investigation clinique, des organismes de recherche et des IHU. Et le HCERS définit des référentiels d'évaluation et des documents d'auto-évaluation sur lesquels je vais revenir. Alors ma présentation d'aujourd'hui donc, va se centrer sur l'évaluation des établissements et plus particulièrement sur l'évaluation des activités de recherche des CHU et puis aussi sur l'évaluation des centres d'investigation clinique. Alors l'évaluation des établissements. L'évaluation des établissements, elle vise à proposer un diagnostic sur la capacité de l'établissement à élaborer une stratégie pour ses différents champs d'activité. Deuxièmement, s'assurer de sa mise en œuvre et de son suivi. Et troisièmement, modifier éventuellement sa trajectoire. Donc cette évaluation, elle s'appuie sur un certain nombre de principes que sont les principes d'objectivité, de transparence et d'égalité de traitement entre les structures évaluées. Elle s'appuie aussi sur des experts qui sont choisis sur des principes de neutralité,
et de prévention des conflits d'intérêts, et sur des critères qui sont principalement une expérience de la gouvernance et du pilotage institutionnel. Et puis dans cette évaluation des établissements, il y a un dialogue qui s'établit en amont et en aval avec l'établissement évalué, et il y a une auto-évaluation. Alors les acteurs qui sont impliqués dans cette évaluation, eh bien, c'est d'abord l'établissement lui-même, qui va produire un dossier d'auto-évaluation avec des indicateurs, il y a beaucoup d'indicateurs, et tout un tas de pièces permettant aux experts de se prononcer. Et puis l'établissement, il est aussi impliqué dans la constitution du comité. Il peut suggérer des experts, il peut formuler ses attentes, il planifie, organise la visite, et puis il est aussi impliqué dans une phase contradictoire. Le deuxième acteur, ce sont les experts qui, eux, sont responsables du jugement évaluatif, auteurs du rapport. Alors, ils ont des profils variés et ils sont dans un fonctionnement collégial. Et puis le HCERS, lui, définit la méthode, il nomme les experts, il joue un rôle de médiation et il garantit le respect des principes et de la méthode. Alors à côté de l'évaluation des établissements, il y a l'évaluation des CIC. L'évaluation des CIC, elle est beaucoup plus proche de l'évaluation d'une unité de recherche. Et donc elle repose principalement sur une auto-évaluation qui est elle-même organisée en domaines d'évaluation qui définissent le processus du périmètre évaluatif. Alors il y a 4 domaines. Domaine 1, profil, ressources et organisation du CIC. Domaine 2, attractivité. Domaine 3, production scientifique. Domaine 4, inscription des activités de recherche dans la société. Et puis au-delà des domaines, il y a des références qui précisent les attendus dont l'évaluation estime le niveau de réalisation. Il y en a 3 à 4 par domaine d'évaluation. Par exemple, dans le domaine 1, je vous cite la référence 1, c'est le CIC possède des ressources adaptées à son programme scientifique et à son environnement de recherche. Et puis les références sont elles-mêmes affinées par des critères qui sont associés à chaque référence. Il y en a 3 à 8 par référence, et ils précisent la façon dont la référence doit se traduire dans le rapport d'auto-évaluation. Exemple, dans le domaine 1, la référence 1, le premier critère de la référence 1, c'est le CIC met en place une gouvernance adaptée à la mise en œuvre de son programme scientifique. Alors maintenant qu'on a, je dirais, ces outils, les buts de l'évaluation des équipes et des institutions, c'est d'identifier de la manière la plus objective et la plus complète possible la politique de site et les liens avec l'université, avec les organismes de recherche et avec les UMR, la pertinence des axes de recherche au regard de la recherche internationale, la qualité et la cohérence des recherches qui sont produites, la structuration des équipes, les moyens, RH, finances, qui sont mis en œuvre par les partenaires, et puis les connexions entre recherche clinique et recherche fondamentale. L'idée étant de faire ressortir les points forts et les points à améliorer, évidemment, et de guider les responsables institutionnels et le directeur du CIC, quand il s'agit d'un CIC, dans leurs choix stratégiques. Alors, en ce qui concerne cette évaluation des équipes et des institutions, il y a une différence fondamentale entre les attendus d'une évaluation d'un CHU, évidemment, et d'un CIC. Le CHU, c'est un établissement, donc il organise la recherche clinique pour en améliorer la qualité, la visibilité internationale et la cohérence globale dans le cadre d'une politique de site qui est coordonnée avec l'université. Il soutient le développement de la recherche par la mise à disposition de moyens dédiés. Donc on a affaire à une évaluation stratégique, avant tout, de même nature que celle dont peut faire l'objet une université. Et il y a en plus une absence d'enjeu de labellisation. Ce n'est pas une évaluation HCERS qui va décider qu'un CHU est CHU. À côté, il y a le CIC. Le CIC, c'est une entité de recherche particulière qui est dévolue à la recherche clinique. Et ce CIC, il définit des thématiques de recherche, d'excellence. Il conçoit, il réalise, il analyse, il recueille des données et il valorise évidemment les projets de recherche. Et là, on a affaire à une évaluation scientifique, de même nature que celle d'une UMR. Et là, il y a un enjeu de labellisation. Alors maintenant, comment ça se passe tout cela ? L'organisation de l'évaluation. Mais l'organisation, elle repose sur des évaluations du CHU et du CIC d'un même site qui sont réalisées en même temps
par 2 comités distincts, mais qui possèdent des membres en commun. Ces évaluations du CHU et du CIC sont indépendantes de celles de l'université et des UMR. Alors, le déroulement du processus d'évaluation, c'est d'abord la préparation des documents d'auto-évaluation et des présentations pour la visite, pendant plusieurs mois avant la visite. C'est une énorme charge de travail qui mobilise tout un site. Il y a des pré-rapports qui sont établis par les comités avant la visite, une liste de questions établie par les comités et transmise quelques semaines avant la visite par les comités. Et puis il y a la visite sur site. La visite, elle est très courte. Elle se fait en général sur 2 jours, 1 jour pour le CHU, 1 jour pour le CIC. Et puis ensuite, on rentre dans une nouvelle longue période de rédaction des rapports par le comité, la relecture par le HCERS et l'envoi des rapports plusieurs mois après la visite. Alors les points forts de ces évaluations qui sont pilotées par le HCERS, c'est qu'on a une évaluation externe, indépendante, ça me semble absolument indispensable quand on parle d'évaluation, coordonnée par le HCERS, qui repose sur des référentiels qui sont écrits, accessibles, avec des maquettes de préparation des dossiers d'auto-évaluation pour les équipes et les institutions, qui sont standardisés, qui sont adaptés. Il y a aussi des maquettes d'évaluation des dossiers pour les comités, qui sont elles aussi standardisées et adaptées. Des comités qui associent des compétences multiples. Une visite sur site qui favorise les échanges, permettent de compléter ou de préciser certains éléments du dossier. Une validation des données factuelles par les équipes et les institutions évaluées. Et puis une organisation adaptée aux enjeux d'évaluation de la qualité de la recherche. Ceci étant, il y a quand même quelques difficultés. Et ces difficultés, on peut en identifier, je dirais, 2 grands types. Les difficultés en lien avec les comités d'évaluation. Ces comités, ils sont constitués d'enseignants-chercheurs, hospitalo-universitaires, universitaires ou chercheurs, plus ou moins spécialistes des axes et des thèmes de recherche du CHU et du CIC. Et les difficultés, c'est qu'ils ont souvent une disponibilité réduite, ces membres de comité. Ils font aussi preuve quelquefois d'une motivation variable pour consacrer le temps nécessaire, temps très important, à l'ensemble du processus d'évaluation. Si on regarde la lecture du dossier, la visite sur site, la rédaction et la relecture du rapport, ça prend beaucoup de temps. Les pré-rapports sont souvent peu avancés au moment de la visite. Les rapports définitifs sont finalisés sur des périodes très longues. Autre problème, certains évaluateurs, et on ne peut pas tellement, couper à cela, mais connaissent bien les évalués, sont des collègues, ce qui fait que la neutralité n'est pas toujours garantie et que les rapports définitifs sont souvent très bienveillants. D'autres difficultés sont plutôt en lien avec le process d'évaluation. Les documents d'auto-évaluation sont très très denses, se voulant très complets, plusieurs centaines de pages. Les évaluations en plus sont séparées du CIC, du CHU, des UMR, des universités, et tout ceci conduit à des redondances. Et ça, c'est un vrai problème, dans un temps qui est compté. La lecture et l'appropriation des dossiers d'auto-évaluation demandent de nombreuses heures de travail. Les grilles d'évaluation privilégient plus les aspects quantitatifs que les aspects qualitatifs. C'est un autre problème. Et les poids respectifs des différents domaines d'évaluation ne sont pas très bien définis. Alors, quelques pistes de réflexion pour terminer. Vous l'avez compris, donc, une évaluation qui est très structurée. Sur les comités d'évaluation, moi je pense qu'il y a un vrai sujet sur la rémunération des experts, qui aujourd'hui est très au-dessous des standards internationaux. Et cette rémunération doit être revue afin de pouvoir monter les exigences sur l'expertise des comités et sur la qualité et le délai de rendu des rapports. Améliorer aussi les conditions de déplacement et d'hébergement des experts, augmenter le nombre d'experts étrangers afin de réduire les conflits d'intérêts. Et on voit que les choses sont très liées. On ne peut pas faire venir des experts étrangers actuellement dans les conditions qu'on leur propose, notamment de déplacement, d'hébergement et de rémunération. Et puis sur le process d'évaluation, je pense qu'il faut synchroniser l'évaluation des CHU avec celle des universités. Pour mieux évaluer la politique de site, il faut synchroniser l'évaluation des CIC avec celle des UMR, pour mieux appréhender les liens entre recherche clinique, recherche translationnelle et recherche fondamentale. Il faut simplifier les documents d'auto-évaluation, qui sont beaucoup trop lourds, et il faut renforcer l'analyse qualitative. Voilà les pistes que je vous propose à votre réflexion. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Là, on a vraiment beaucoup de retard, donc je pense qu'on n'a vraiment pas le temps d'aborder, malheureusement, de poser des questions. Enfin, on résumera que l'évaluation, tout le monde a dit qu'elle était absolument indispensable et tout le monde a dit qu'il fallait absolument la simplifier, en résumé.